Bonjour, cela faisait quelque temps, mais compte rendu de jeu de rôle aujourd'hui avec la 16e séance de The Great Northwest pour Deadlands Reloaded. Alors, sachant que cette séance est la dernière, du moins d'une première partie de la campagne éventuellement. On va s'arrêter là pour l'heure, on verra si un jour on joue la suite ou pas. Il y a du matériel si jamais, essentiellement dans The Great Northwest. Les inspirations essentielles pour cette séance se trouvent cependant toujours dans le scénario Coffin Rock et la campagne Stone Cold Dead, le tout largement retravaillé de manière plus personnelle. Ceci étant, cette dernière séance a consisté essentiellement en un grand combat final. On s'était arrêté en plein milieu dans la séance 15. Tous les joueurs étaient présents qui incarnaient Béatrice Trixie Myers, la Huckster, Danny la Chope, le bagarreur, Lozen, la chamane Apache, et Nicolas D. Wolfhound alias Trinité, le faux prêtre mais vrai pistolero. Je signale au passage que vous trouverez également dans une autre vidéo, avec le lien accessible depuis l'article sur le blog, l'enregistrement de cette séance. Les PJ sont en plein combat contre une horde de zombies, les serviteurs du maître, dont ils supposent qu'ils restent cachés dans une caverne au-delà, aménagée en une sorte de temple. La situation est critique. Warren semble condamné, tandis que Lozen est en très fâcheuse posture, et Nicolas guère mieux, car il est gêné dans ses mouvements par les morts-vivants et les diables de poussière rouge qui l'assaillent. Danny, qui a foncé en première ligne, ne tient que du fait de sa forte carrure, mais il est cerné de part en part. Seule Béatrice à ce stade semble en relative sécurité, ayant usé de son pouvoir de téléportation pour se soustraire à ses ennemis en se déplaçant instantanément à l'entrée de la clairière. Cependant, elle constate que d'autres morts-vivants sortent sans cesse des fourrés, y compris derrière elle. Lozen profite de ce qu'un diable de poussière rouge a tenté de suivre Béatrice pour faire appel aux esprits et se soigner quelque peu. Elle ne parvient cependant pas à se désengager des zombies. Mais la Huckster, à son habitude, ventile dans son dos. Elle fait le ménage dans l'ensemble, mais commence à s'inquiéter pour ses munitions. Elle en a une consommation soutenue. Et ses cylindres déjà préparés ne sont bien vite plus qu'un lointain souvenir. Cependant, à force, elle dégage ainsi le champ pour que Nicolas et la chamane respirent un peu. Le pistolero est enfin en mesure de faire parler la poudre. Et l'indienne, même un peu sceptique, constate que son arc n'est pas inutile dans ces circonstances. Les PJ ont cependant une mauvaise surprise. Un loup-garou a surgi de la caverne et s'avance dans leur direction en contournant la cohue par le nord. Et c'est maintenant Béatrice qui devient la cible prioritaire des zombies, à l'exception bien sûr de ceux qui sont engagés dans une impasse avec Danny, lequel décide de forcer la situation en se précipitant de lui-même dans un diable de poussière rouge, laquelle affecte aussi les morts-vivants à sa suite. Et Nicolas croit entendre des coups de feu en provenance de l'est, et constate que les zombies ne semblent plus affluer dans cette direction. Mais il a bien vite une autre préoccupation, le loup-garou l'attaque, et d'un unique coup de griffe très vicieux il éventre le faux prêtre, lui provoquant une grave déchirure qui l'amène aux portes de l'agonie. La situation redevient critique, le répit a été très bref, et Danny en a bien conscience. Il parvient à se désengager des zombies qui le cernaient et va se réfugier dans le bosquet immédiatement au sud, praticable pour lui, sans doute bien moins pour ses adversaires morts-vivants. Béatrice se replie elle aussi et tente de retrouver le bagarreur, mais le loup-garou les a repérés et les suit. Danny échappe de justesse à ses attaques. Il brise sa lampe contre un tronc dans l'espoir d'y mettre le feu, en vain, et file sur le côté, vers l'est. Lozen a pu gagner la lisière de la forêt, mais ses mouvements sont gênés. Béatrice veut les téléporter tous les trois hors de portée du loup-garou et des zombies, mais pour cela elle est contrainte de tenter le diable, et subit de plein fouet le contre-coup. Ce n'est qu'après avoir parié qu'elle réalise qu'elle se trouve dans un environnement où les Manitou règnent sans partage. Elle parvient à téléporter ses amis plus loin au sud, mais elle tombe aussitôt inconsciente, le cerveau frit ou peu s'en faut. En termes de mécanique, elle a perdu un dé d'arcane de manière permanente. Le loup-garou est cependant toujours en mesure de les suivre, même s'ils ont gagné du temps. Le bosquet est assez dense, de quoi gêner les déplacements d'une créature aussi massive que le lycanthrope, mais la bête sauvage est en même temps habituée à ce genre d'environnement. Ils ont quelques tours de répit à mettre à bon usage, tandis que Nicolas seul dans la clairière, à terre, entouré de zombies, est dans une situation extrêmement périlleuse. Danny prend Béatrice sur son épaule et fuit vers l'est, le sentier qui leur a donné accès au sommet de la colline. Il distingue une silhouette, un homme avec un grand manteau et un chapeau qui a une carabine en main. Il pense qu'il s'agit de Russell Drent, impression qui se confirme bientôt. Le shérif a l'air stoïque et épaule tranquillement, genou à terre, abattant à chaque tir un zombie à distance. Danny le rejoint. Il ne pensait jamais dire ça un jour, mais il est content de le revoir. Drent acquiesce, mais il ne veut pas faire le ménage dans le vide, il va falloir qu'il se batte eux aussi. Ce que comptait bien faire le bagarreur, qui dépose Béatrice inconsciente avant de retourner dans la mêlée. Mais Lozen, quant à elle, est attirée vers le sud, où elle sent la présence d'un esprit de la nature, et puissant, qui lui rend aussitôt sa pleine capacité en médecine tribale. Quelque chose bouge là-bas et de bonne taille. Elle s'approche, intriguée, et reconnaît bientôt la silhouette de l'Afsa Darkness. Mais le chaman est accompagné d'un ours colossal, le plus gros grizzly que Lozen ait jamais vu. Le vieil indien est toujours aussi aimable.
Va peut-être falloir y retourner, hein. Je vais pas faire tout le boulot à votre place comme d'habitude. Lozen est séché, mais Love Darkness ne lui laisse pas le temps de protester. Bon, on va s'occuper de ce putain de loup-garou, mais toi et tes copains, faut y aller sur Fedor. Et il progresse avec l'ours sans plus attendre. Lozen, d'abord indécise et pas bien certaine de ce que le chaman attend véritablement d'elle, longe la clairière par le sud, à la lisière du bosquet, pour s'approcher de la caverne où doit se trouver le maître. Elle entend les échos du combat entre l'ours et le loup-garou, et clairement c'est le premier qui l'emporte. Ils sortent bientôt dans la clairière, la mâchoire et les griffes barbouillées de sang, tandis que le chaman suit à distance Lozen. Danny retourne dans la clairière en courant par l'est. Il constate que Nicholas n'a pas repris ses esprits, et que des zombies s'approchent lentement de lui pour le dévorer après avoir éviscéré Warren. Heureusement, le shérif Osseldrent assiste le bagarreur de loin avec sa carabine. Danny fait le vide autour de lui et atteint le corps inanimé de Nicholas. Il n'a pas subi d'autres blessures, mais il n'en est pas moins à l'agonie. Il faut l'évacuer. Danny s'en empare et le ramène dans la direction de Drent, aux côtés de Béatrice qui revient progressivement à elle, très affaiblie cependant. Le bagarreur ne connaît absolument rien en médecine, mais en improvisant à la rude, il parvient à stabiliser Nicholas. Les zombies étant maintenant moins nombreux, Drent offre de s'occuper de soigner le faux prêtre, et Danny retourne dans la mêlée, non sans laisser son colt et ses munitions à la Huckster. Lozen continue de progresser vers la caverne, à la lisière du bosquet. Quelques zombies lui barrent le passage, qui vacille sur l'escalier. La chamane aperçoit un vieil homme noir aux cheveux blancs qui sort du temple. Derrière elle, l'ours fait des ravages dans les rangs des morts-vivants. Danny en profite pour traverser la clairière dans la direction de la caverne, et il renverse et neutralise le vieil homme noir. Au fond de la grotte, il distingue un autre homme noir, plus jeune, correspondant à la description du maître qu'on leur avait faite à Crimson Bay. C'est bien Fedor, de la communauté des anciens esclaves de Crimson Bay. À l'arrière, les soins de Drent s'avèrent efficaces. Nicholas est toujours dans un sale état, mais conscient et capable de se mouvoir. Il s'avance lentement dans la direction du temple, mu par une force intérieure, et le shérif ne proteste pas. Le faux prêtre fait ce qu'il veut. Béatrice aussi a récupéré, et s'avance en faisant feu sur Fedor. Ce dernier rugit. « Imbécile, vous ne pouvez pas me blesser !» Mais le Huckster le touche pourtant, et il en est stupéfait. Il a à peine le temps de constater qu'une balle s'est logée dans sa poitrine, qu'une autre balle l'atteint en plein front, et il s'effondre. Béatrice achève de vider son chargeur dans le cadavre du prêtre vaudou, qui se conserve dans la mort s'était éberlué. Il était totalement convaincu d'être intouchable. Les zombies s'effondrent aussitôt, inanimés, et le vieil homme noir pleure. Mais le corps de Fedor est bientôt secoué de violents spasmes. Love Darkness, accompagné de l'ours, s'approche de la dépouille. Danny s'inquiète de la scène, mais le chaman lui dit d'appeler leur copain Nicholas, lequel approche, intrigué. Le chaman lui dit qu'il a sans doute mérité qu'on lui laisse ça. Le cadavre de Fedor se fend en deux par le milieu et en surgit une énorme créature démoniaque, environnée d'un tourbillon de poussière rouge. Le pistolero, reconnaissant l'ombre d'un doute la tempête rouge de son enfance. Emporté par la rage, il se précipite dans sa direction en dégainant ses armes, mais le chaman ajoute « Il vous manque juste une petite chose ». Il se tourne vers le Manitou et, avec un sourire carnassier, prononce son nom, Hapok, ce qui permet à Nicholas de le blesser. Hapok n'est pas un combattant, c'est un manipulateur. Son nom révélé, face à la rage indomptable du faux prêtre, il ne peut rien faire, et se dissout bientôt dans le vide, criblé de balles. Nicholas ne se fait pas d'illusions, il n'a pas tué pareille créature, ce n'est pas dans ses moyens, mais il l'a banni pour un temps indéterminé, le mieux qu'il pouvait faire. Les PJ subissent alors une sensation très étrange. C'est comme si leur corps avait été retourné ou inversé brutalement. Ils ont senti les organes se déplacer dans leur corps. Rien de plus, cela dit, et la sensation disparaît bientôt. Le soleil se lève, à l'est forcément, mais l'est n'est plus dans la même direction. C'est comme si le monde avait fait un virage à 180 degrés, tandis que la nuit éternelle autour de Coffin Rock se dissipe enfin. Love Darkness s'approche de la dépouille éventrée de Fedor, et l'ours se met à la dévorer, tandis que le vieil homme noir pleure, désespéré, convaincu que le prêtre vaudou avait eu raison de déchaîner sa colère sur Crimson Bay, ce qui répugne à Danny. Justifier la mort de tant d'hommes, de femmes, d'enfants. Lozen réclame des explications au chaman. Que s'est-il passé au juste? Ils étaient passés dans ce qu'on appelle les terres mortes, en l'espèce un piège, un enfer conçu spécialement pour eux, pour leur faire peur au point de les paralyser, d'empêcher qu'ils agissent. Mais grâce à leurs actions, Tatchéné, il indique l'ours de la tête, a pu récupérer son pouvoir. Avec son aide, ils ont pu vaincre Hapok et rendre ce territoire à la terre qu'ils connaissaient. Et c'était une sorte de miroir. Ils sont retournés du bon côté des montagnes s'ils comptent retourner à Crimson Bay, car leur tâche n'est pas tout à fait terminée. Les Manitou se nourrissent de la peur, et c'est pourquoi ils la répandent partout. Mais ils ont montré qu'on peut vaincre ce mal. Il ne suffit pas de l'avoir fait, il faut que cela se sache. Il faudra raconter tout cela. Les gens riront peut-être, ils parleront de délire d'ivrogne, mais même ainsi, ils feront reculer la peur, et c'est tout ce qui compte. Love Darkness les remercie, ils caressent l'ours et ils disparaissent tous deux progressivement.
Nicolas et Danny entendent bien ramener le corps de Warren. Béatrice ne s'était pas privée de récupérer la roche fantôme que gardait le savant fou sur lui. Et, un peu déconcertés par le changement d'orientation, les PJ reprennent la route de Coffin Rock. Si c'est bien cela, car ils sont bel et bien passés de l'autre côté des montagnes, et supposent qu'au nord-ouest devrait se trouver Crimson Bay. Impression bientôt confirmée, Coffin Rock n'est plus, mais ils reconnaissent, à sa place, les bâtiments abandonnés de la mine de San Lorenzo Point. À partir de là, s'orienter n'est plus un problème. Ils en ont bien pour 2 jours de voyage. Après quoi, les PJ arrivent enfin à Crimson Bay. La ville est déserte, pas un bruit, pas un mouvement, sinon de quelques animaux épars, dont des chevaux en liberté. Il fait assez beau, un peu frais, les nuages de la tempête ont disparu, la mer est étale. Ils prennent la direction de la blanchisserie, dont les portes sont ouvertes. À l'intérieur, ils tombent enfin sur des humains, ou plutôt ce qu'il en reste, des reliquats de scènes de cannibalisme partout, des corps éventrés, posés sur des tables auprès d'assiettes pour certains d'entre eux, d'autres simplement laissés ça et là dévorés comme l'a été Warren. Mais ce ne sont pas des zombies qui ont commis le massacre, ce sont des humains qui ont mangé d'autres humains. Parmi les cadavres se trouve celui de Rafi, qu'ils ne peuvent identifier qu'en raison de ses vêtements. Sur les parois, à l'intérieur, ils distinguent ça et là des traces de griffes, mais pas celles des zombies, quelque chose de plus volumineux, évoquant des bêtes sauvages particulièrement agressives. Nicolas va enterrer le cadavre de Rafi. Quand ils sortent de la blanchisserie, ils entendent une voix, celle de Josh Newcomb. « Excusez-moi » Le journaliste est souriant et toujours aussi impeccable. Il tend un journal à Danny. « Votre édition spéciale ?» Le bagarreur lui jette un œil noir et Béatrice le braque, ce qui le surprend. Il ne fait que son travail. Nicolas, qui haïssait littéralement le journaliste, dit cependant à ses amis de le laisser. Danny lui demande ce qu'il s'est passé ici. Eh bien, tout figure dans ce journal. Vous savez, le bon journaliste ne s'attarde pas sur le passé. Il précède l'information et Danny se montre menaçant. Il réclame des explications. Il veut l'entendre, pas qu'on lui lise ses élucubrations. Newcomb est bien contraint de s'exécuter, mais son discours reprend le contenu de son ultime édition spéciale. Le dernier numéro du Crimson Post, de notre envoyé spécial, Josh Newcomb. Ainsi que l'a toujours proclamé la sagesse populaire, elle qui ne se trompe jamais, toutes les bonnes choses, même les meilleures, ont une fin. Nous sommes au regret d'annoncer à nos fidèles lecteurs que le présent numéro du Crimson Post sera le dernier. Non que notre soif d'information se soit tarie, non que notre sainte croisade pour la vérité nous apparaisse désormais vaine. Cependant, la rédaction se doit de reconnaître que la bonne ville de Crimson Bay n'abrite désormais plus assez de lecteurs pour que cette entreprise de presse demeure viable. Quand nous avons frémi ensemble devant les terreurs de ces derniers jours. Nous étions là quand le ci-devant maire Gamblin Joe Wallace, sur un coup de tête, a jailli dans les rues, soudainement libéré des morts-vivants étrangers qui nous étouffaient de leur intolérable promiscuité. Sa vieille Winchester en main, l'entrepreneur s'est alors précipité dans le bureau du shérif, le preux Russell Brent, et l'a abattu d'une balle en pleine tête. Triste fin pour l'excellent fonctionnaire de police, qui, en ces temps troublés, avait pourtant su assurer l'unité de nos concitoyens dans un attentisme prudent et circonspect face aux manigances impies qui se tramaient dans la blanchisserie. L'assassin, comme si son comportement n'était pas déjà suffisamment blasphématoire, a ensuite retourné sa propre arme contre lui-même. Une dernière cartouche l'a expédié à jamais en enfer, là où était assurément sa place. Dans les rues désormais désertes, nous avons erré, le cœur serré après cette ultime ignominie. Avions-nous alors perdu le courage? Certes non. Nous ressaisissant sous le coup de l'inspiration divine, nous avons pris la direction de la blanchisserie diabolique. Là-bas, nous avons découvert un bien terrible spectacle. Nul être vivant dans ces parages, même démoniaque. Seulement les cadavres innombrables des pauvres fous qui avaient cru pouvoir trouver un asile dans cette souillure perverse d'orientalisme, et n'y ont trouvé que la mort. Devant nous s'entassaient les répugnants reliquats d'odieux festins cannibales. Or, les sauvages, qui parfois ne se trompent pas totalement, quand bien même leur absence de foi pour Christ notre Sauveur les condamne justement à l'enfer éternel, les sauvages, disions-nous, nous ont de longue date informés du sordide et terrible destin de ceux qui, dans cette belle mais cruelle région, succombent à l'appel de la bestialité et se nourrissent de la chair de leurs semblables. Ils deviennent des Wendigo, tel est le terme barbare, d'horribles créatures hirsutes et griffues qui mutilent et tuent et se repaissent de la chair de l'homme dans un cycle sans fin. S'étonnera-t-on dès lors que dans cette région comme ailleurs, on ait fait état de manifestations de cet ordre impie? À Seattle tout particulièrement, dans l'état voisin de Washington, des sources parfaitement fiables ont mentionné à maintes reprises les horreurs cruelles commises par des spécimens particulièrement titanesques de Bigfoot. Ceci n'est en rien surprenant, mais nous y voyons aussi un message, mieux, un signe divin de la marche à suivre. Que les lecteurs qui demeurent à Crimson Bay nous pardonnent,
Mais il nous faut continuer notre chemin, et c'est celui du nord. Le vent de l'hiver nous pousse dans le dos, et il reste bien des histoires à raconter. Adieu, cher lecteur, et que Christ vous garde dans la nuit qui s'annonce, avec l'assurance que le soleil se lèvera enfin. Josh Newcomb cherche à se dégager de l'emprise de Mr. Cody, mais celui-ci, après un temps de réflexion, lui dit qu'ils auraient bien une histoire à raconter aux journalistes. Il a rangé son matériel, mais il peut toujours prendre des notes sur son calepin. Béatrice va se charger de raconter leur histoire, contre la garantie que le journaliste la publiera, et la publiera telle qu'elle, sans de ses déformations coutumières. La Huckster lui raconte tout, même si en parlant de démons plutôt que de Manitou. Mais le point important est que ces démons veulent répandre la peur. Et c'est pourquoi il faut diffuser cette histoire. Bien sûr, Béatrice se garde de dire qu'elle sait que ce n'est pas le Christ qui protège Newcomb, mais un Manitou. En fait, elle joue le jeu du journaliste à cet égard. En dehors de ce genre de choses, son récit est complet et exact, même si parfois confus. Elle sait que ça et là, Newcomb risque de broder, mais elle pense l'avoir convaincu de raconter leur histoire sans trop en rajouter. Il va prendre la direction de Seattle, mais son nouveau journal comprendra sans doute le récit des PJ. Mais Béatrice a une dernière question. Absolument tout le monde a disparu dans cette ville ? Quelques adjoints ont survécu, qui ne comptaient pas s'attarder dans Crimson Bay. La ville champignon est devenue une ville fantôme, ce qui n'est pas si rare. Josh Newcomb n'a pas de nouvelles de Jeff Liston ou des Red Suns, pas davantage concernant John Breams ou a fortiori Mortimer Stelias. Il y a eu quelques survivants anonymes, oui, des gens qui s'étaient réfugiés dans leur cave, ce genre de choses. Ils sont partis discrètement, certains vers le nord, d'autres vers le sud, d'autres encore ont pris la mer, très calme depuis. Mais la ville est maintenant déserte. Newcomb était le dernier à être resté, pour livrer son édition spéciale à Mr. Cody. Béatrice compte tout de même ratisser la ville, et, avec Danny, essayer de retrouver Liston ou les Indiens. Ils retrouvent ces derniers, mais ils n'ont pas de nouvelles de Liston, ou de l'After Darkness d'ailleurs. Les Red Suns, eux aussi, comptent partir de toute façon, vers le nord également, même si l'hiver approche qui s'annonce particulièrement rigoureux. Béatrice choisit de les accompagner. Elle offre à Danny de venir également, et le bagarreur accepte, soulagé d'une certaine manière. Quant à Nicolas et Lozen, ils partent de leur côté. Ils se sont découverts une vocation commune de chasseurs de Manitou. Le faux prêtre, si raciste il y a peu, est devenu curieux de la culture indienne et des esprits de la nature. Fin de la première partie.